C'est peut-être la clé de l'avenir pour l'AS Saint-Étienne. Le centre de formation des Verts pourrait bien être un levier stratégique majeur du projet Kilmer Sport Ventures. Des décisions fortes sont en tout cas attendues dès les prochaines saisons dans le Forêt. Et puis ça tombe bien, puisque plusieurs jeunes Verts du Cru frappent déjà à la porte de l'équipe première. Bienvenue sur votre podcast formation avec nos experts du jour, avec Sylvain et Clem. Comment allez-vous, messieurs ? Ça va très bien. Merci à toi, Colin. Un plaisir de faire ces émissions-là sur la formation à chaque fois avec Sylvain. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc on va vous présenter un peu ce qui va se faire durant la saison à venir et on va discuter de ça tous ensemble. Sylvain, comment vas-tu ? Bien également. On sort d'une belle saison avec la formation où tous les objectifs ont été remplis sur le plan collectif. On a quasiment tous les joueurs qui ont signé professionnels qu'on espérait. Il reste un point d'interrogation avec Paul Aymar. Mais globalement, ça va bien. C'est une belle saison pour les U17, les U19 et la réserve qu'on prendra le temps de décrypter. Comme tu disais aussi, des joueurs qui ont signé professionnels. On en parlera dans cette émission, mais avant, pour débuter en douceur, on le sait, quand les Canadiens ont débarqué à l'ASS et ont racheté le club, le centre de formation semblait bien au cœur du projet Kilmer Sport. C'est bien ça, Sylvain ? Oui, ça a en tout cas été à nouveau confirmé par l'interview de Us Family de début de saison qui avait été fait dans le Progrès notamment, où il explique que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont acheté l'AS Saint-Étienne avec Kilmer la saison dernière. Le centre de formation stéphanois dispose de nombreuses ressources actuellement et fait partie des meilleurs de France. Maintenant, bien entendu, ils vont ajouter leurs pattes progressivement à tout ça pour améliorer ce qui est améliorable. Qu'est-ce que tu entends par ajouter leurs pattes ? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place ? Est-ce qu'ils vont mettre autant de ressources que dans l'équipe première ou c'est vraiment du long terme ? Alors déjà, je pense que durant la première année, Kilmer s'est davantage concentré sur l'équipe professionnelle. La saison dernière a été une saison d'observation pour les nouveaux propriétaires avec de nombreux audits et de nombreux constats qui ont été faits. Aujourd'hui, on constate que plusieurs changements ont déjà été opérés vis-à-vis des constats qui ont été faits. Le centre de formation a davantage été laissé entre guillemets sur le côté de manière à être observé davantage durant l'année 2, donc l'année à venir. Voilà, pour le moment, je pense qu'il y a eu quelques retouches, notamment au niveau de certaines ressources financières qui sont apportées, mais pas de changement majeur durant l'année 1. Clément, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de Kilmer Sport dans les prochaines saisons avec le centre de formation stéphanois ? Alors déjà, on a une première nouveauté qui a été instaurée cet été, qui est que les équipes de la formation vont maintenant jouer façon Horneland. Alors avec des principes de jeu qui sont assez clairs pour Horneland, c'est un pressing assez haut, un contre-pressing très fort, beaucoup d'intensité, un jeu très énergivore, vite se projeter. Donc c'est un style de jeu que vont adopter les équipes du centre de formation. On a pu le voir sur le tournoi de Ploufragan déjà, avec notamment ce pressing à la Horneland, avec le numéro 9 qui s'occupe de gérer la sentinelle adverse, les deux ailiers qui vont presser les centraux, les deux relayeurs qui vont presser les latéraux. Donc voilà, un pressing assez atypique que le centre de formation du coup va mettre en place. Donc ça c'est la première chose. Et là, comme Sylvain le disait, l'an dernier, ils ont plutôt laissé le centre de formation être géré par les personnes qu'ils géraient déjà par le passé. Là, cette année, ils vont mettre le nez dedans. Ils vont sûrement prendre certaines décisions dans un an. Donc, pour l'instant, la première décision majeure, elle est là. C'est au niveau des principes de jeu. Le reste, on est encore dans l'attente. Mais en tout cas, ça va bouger cette saison. C'est ce qui est prévu, car ils comptent vraiment mettre le nez dedans. Au niveau, pour revenir un petit peu sur les principes de jeu imposés, ce projet de jeu-là, qu'est-ce que ça va impliquer en fait concrètement dans le quotidien du centre de formation ? Et puis surtout, est-ce qu'on peut s'attendre à des recrues en post-formation, Clément, pour mieux coller à ce projet ? Alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique changer totalement ton style de jeu, parce que dans les saisons précédentes, on avait souvent les coachs qui changeaient. On avait par exemple sous Laurent Batles un système avec des pistons.
un jeu plutôt de possession, etc. Pour autant, à la formation, on peut pas dire que ce soit une constante d'avoir eu des pistons durant le passage de Laurent Batles, pardon. Donc là, ça implique vraiment de se calquer sur ce qui se fait en pro. Je trouve que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est dur à mettre en place, par contre, notamment avec la réserve, où il peut y avoir beaucoup d'allers-retours de joueurs, certains qui descendent en 19, des professionnels qui reviennent de blessures ou qui sont mis de côté, qui vont avec la réserve. Donc voilà, il y a beaucoup d'allers-retours, donc parfois c'est difficile de mettre en place quelque chose de tactiquement poussé, élaboré. Mais je pense qu'à terme, si tu veux construire un projet club vraiment solide et cohérent, c'est quelque chose qui est quasiment nécessaire. Ouais. Et au niveau des recrues post-formation, le club a engagé 5 nouvelles personnes à la cellule de recrutement cet été, dont certains qui s'occuperont du recrutement post-formation. Donc oui, l'idée c'est de prendre certains joueurs, alors pas révolutionner l'équipe réserve chaque saison, mais de prendre 1-2 joueurs par-ci par-là, peut-être qui vont pouvoir amener un peu un plus à cette équipe réserve-là, et pourquoi pas dans le futur aller chercher les professionnels. Sylvain, concrètement, c'est du long terme. Est-ce qu'on peut s'attendre à une année d'observation l'année prochaine du côté Kilmer Sport Ventures avec le centre de formation? Je pense que oui, clairement. Clairement, c'est une année qui va être importantissime pour le centre de formation. Aujourd'hui, il y a des constats qui vont être faits. Il y a des volontés d'améliorer la formation avec des choix qui vont être stratégiques pour amener les équipes vers ce que veulent faire Kilmer Sport Ventures en termes de formation. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'avenir du centre de formation soit grandement menacé. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les bases étaient déjà solides. Je pense qu'il y a plusieurs secteurs où le club est quand même performant et figure parmi les meilleurs de l'Hexagone. Maintenant, il y a probablement des outils supplémentaires qui vont leur être attribués. Je sais que par exemple, ils avaient donné une machine de réalité virtuelle au sein du centre de formation dans lequel les joueurs mettaient un casque, et c'était nécessaire c'était utilisé de manière à augmenter la prise d'information. Voilà, il y avait des exercices sous forme de niveaux, de panels, et les joueurs faisaient chacun leur tour des exercices et devaient remplir des niveaux de manière à augmenter leur capacité de prise d'information via des exercices bien précis qui sont faits en réalité virtuelle. Et c'est vrai que ce genre de choses-là, je vois bien qu'il meurt à moyen terme à apporter ce genre d'outils qui est complètement différent, qu'on n'avait pas précédemment, et qui peuvent grandement optimiser le développement des joueurs. C'est concrètement un affûtage en fait de ce que propose déjà le centre de formation pour l'accompagnement des joueurs. C'est comment dire, c'est un moyen de développement supplémentaire. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, dans les très grands clubs, ce qu'ont connu nos dirigeants, dans les très grands clubs, il y a des moyens qui sont plus poussés que ce que nous, on pouvait utiliser, parce que les moyens financiers sont plus importants. Et aujourd'hui, on peut se nourrir d'outils différents, que ce soit via tout ce qui est informatisé, mais aussi via la réalité virtuelle. Clément, pour finir avec ce sujet, avant de passer au second, concrètement, ça démontre aussi que Kilmer Sport Ventures mise sur l'avenir avec l'AS Saint-Etienne et veut mettre en place un projet long terme. Clairement, on ne sait pas pour combien de temps ils seront là, mais leur objectif, c'est pas de vendre le club au bout de 3 saisons. Donc eux, c'est dans leur intérêt, évidemment, de développer ce centre de formation-là, qui, comme l'a dit Sylvain, dispose déjà de beaucoup de ressources, mais a besoin peut-être de certaines retouches pour atteindre vraiment le gratin, quoi. Donc tu as de la matière déjà au centre de formation, que ce soit en termes d'installation, de joueurs présents, dans le recrutement qui peut être fait pour ce centre de formation-là, les éducateurs que tu as, mais il faut amener un petit plus, et s'ils peuvent amener ce plus-là, professionnaliser encore plus la chose, ce ne sera pas de refus, et on en ressentira les effets à moyen long terme, c'est évident. C'est ça, hein, les dirigeants stéphanois qui ont un peu de matière, comme tu dis, puisque les sections du côté de l'AS Saint-Etienne, en tout cas les U17, les U19 et la réserve, sortent globalement tous d'une plutôt bonne saison. Clément, est-ce que toi, de ton côté, tu peux nous parler des U17 entraînés par David Le Maul?
C'est ça, donc les U17 qui sortent d'une saison d'un point de vue comptable très satisfaisante parce qu'ils ont été très dominants dans leur poule, ils avaient fini premier, ils sont allés taper les playoffs, ils sont sortis contre Strasbourg en quart de finale. David Lemoyle qui a fait un très bon travail pour sa première saison globalement. Le début avait été peut-être un peu plus compliqué, le temps de s'adapter, etc. Mais au final, c'est rentré dans l'ordre et ils ont été largement dominants. Bon, comme chaque saison, pardon, on va avoir un effectif qui va changer quasi intégralement. Donc l'an dernier, c'était la génération 2008 avec quelques 2009 qui étaient surclassés. Là, ça va être les 2009 qui vont prendre la relève avec quelques 2010. Chez les 2010 qui intègrent le centre de formation cette saison, on a Naoufam Nemois, on a Lauré Gobé, on a Osvaldo Mendy, on a Isaac Sedji, Paolo Frechet et Fousseni Sidibé Kaloga. Donc certains de ces joueurs-là pourront peut-être être surclassés avec les U17 NAS. On a aussi Adam Benkissoum, 2010, qui était dans le groupe U15 de Saint-Etienne l'an dernier, qui viendra probablement toquer à la porte des 17 nationaux, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, un groupe sur le papier plutôt intéressant, qui je pense comptablement peut encore espérer aller chercher la première place, mais le principal ce sera surtout de développer tout ce petit monde-là. Sylvain, du côté de la U19, qu'est-ce que ça donne? On sort d'un exercice un peu en dents de scie par rapport à la saison dernière. C'est vraiment frustrant cette saison 19. Pourquoi? Parce que comptablement, les Stéphanois ont terminé premier de leur poule. Ils ont véritablement réalisé des performances de très haut standing. Ils ont terminé devant Montpellier, devant Nice, devant Toulouse, devant Marseille, comptablement. Mais il y a eu un petit couac. En janvier, le club a enregistré la signature de Mamadou Conté, un joueur qui arrivait en provenance de Sarcelles, de la région parisienne, un avant-centre. Et en fait, le club, il y a un club dans la poule qui a porté réserve contre ce joueur parce qu'il y aurait eu un problème de licence, notamment sur le nom qui a été fait. La SSE avait fait le choix de le signer via une licence a priori qui n'était pas conforme. Donc voilà, le club s'est vu retirer 12 points, 9 points plus 3 de pénalité. Donc ça a engendré une cinquième place qui est bien dommage parce qu'en fait la saison a été hyper satisfaisante. Mais de toute façon, depuis l'arrivée de Frédéric Dugan à l'AS Saint-Etienne, au sein de la formation, puisqu'il évoluait à la préformation, coach Dugan, c'est au plan des résultats, c'est l'année dernière qualification en 17 playoffs, et cette année, sans cet épisode, c'était qualification en 19 playoffs également. Donc on peut souligner son travail qui est de grande qualité. Clément, est-ce que du côté de la N3, on a été bon en championnat aussi? Qu'est-ce qu'a donné la saison précédente et surtout, qu'est-ce que ça promet pour l'avenir? Bah oui, il y a eu un maintien à quelques journées de la fin pour la réserve. Comptablement, c'est l'objectif et ça sera encore l'objectif pour la saison à venir. Pour la saison prochaine, on va avoir un nouveau trio pour le staff. Donc Sylvain Gibert, Romain Mouma et Jules Fauvet, qui avaient déjà été testés sur la fin de saison dernière, après le départ de Razik Neder, qui avait rejoint les U20 de l'Algérie. Donc ce sera ce même trio-là pour le staff de la réserve pour la saison à venir. Ça avait bien marché. La fin de saison, pardon, c'était vraiment bien passé. Là, le tournoi de Ploufragan pour la préparation a été très satisfaisant aussi. On sort en finale contre Rennes, défaite 1-0, en dominant clairement le stade rennais. Donc voilà, ça va être l'objectif maintien cette saison pour la réserve. Les poules ont changé, il n'y aura pas de derby en National 3. On sera dans la poule avec les réserves de Dijon, de Auxerre par exemple. Donc voilà, à voir quand même aussi au niveau des départs qu'il y aura. Sherfal, Ayman Aiki, peut-être Touré ou Agésilas en prêt à voir. Donc ça va aussi jouer ça, parce que là on a un groupe réserve qui est composé de certains joueurs qui sont vraiment habitués de ce niveau, qui y jouent depuis plusieurs saisons. Si tu es amené à avoir 2, 3, 4 départs, ça peut peut-être aussi compliquer un peu la tâche. Mais pour l'instant, on a un groupe qui est vraiment très compétitif. C'est donc, comme tu disais, Sylvain Gibert qui rejoignait l'ASS en cours de saison après le départ de Razik Neder. Tout à l'heure, tu évoquais, Clément, avec une politique long terme de Kilmer Sport Ventures, avec des projets de jeu imposés. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'ASS conserver justement ces éducateurs-là qui étaient déjà présents, enfin en tout cas pour la plupart, avant Kilmer Sport?
Les éducateurs ont prolongé 1 an en juin dernier, donc ils sont en fin de contrat en juin 2026. Comme on disait tout à l'heure, Kilmer va beaucoup observer ce qui va se faire à la formation durant la saison à venir. On imagine qu'ils observeront évidemment les éducateurs aussi. Laurent Huard qui a prolongé 1 an également. Donc cette prolongation de 1 an, elle veut un peu dire vous allez être observé cette saison et on prendra une décision sur votre avenir la saison prochaine aussi. Donc oui, c'est une saison charnière pour toutes les personnes qui ont prolongé 1 an il y a quelques mois, ça c'est sûr et certain. On verra de quoi leur avenir sera fait. Sylvain, rapidement, en surfant sur la question des éducateurs, est-ce qu'avec les éducateurs actuels, on peut s'attendre à que le projet de jeu, le style de jeu que veut mettre en place Kilmer Sport peut fonctionner, ou est-ce qu'on va quand même rester sur une saison un peu d'observation avec les éducateurs actuels ? Je pense que déjà les éducateurs, ils doivent doucement aussi eux s'adapter à la volonté de la direction. Il y a un fil directeur qui est proposé par Laurent Huard, qui est un petit peu le tampon entre la nouvelle direction et le centre de formation, puisqu'il est directeur du centre de formation. Aujourd'hui, on constate, Clément a dit en début d'émission qu'à Ploufragan, il y avait des choses qui étaient différentes, notamment via le pressing instauré par Orneland. C'était également le cas à Carisport, le tournoi que disputent les U19 de préparation. Donc en fait, déjà, on constate que les entraîneurs sont déjà en train de s'adapter aux volontés de la nouvelle direction. L'idée maintenant, c'est de mettre en place ça sur une chaîne un peu plus longue, sur une durée un peu plus longue, et puis de construire des joueurs qui sont dans l'identité que veut faire Kilmer. Alors attention, j'imagine que le centre de formation ne se contentera pas de faire que des joueurs, on peut dire, produits Kilmer. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des joueurs qui connaissent les principes, qui sont capables de les appliquer, qui sont capables de les mettre en œuvre. Et évidemment que tout ce travail va passer par le travail des entraîneurs et par les contenus que proposent les différents entraîneurs de chaque catégorie. Maintenant, je pense qu'ils ont été prolongés d'une saison, donc ils sont dans une saison qui semble être importantissime pour eux. Ils ont tout à y gagner à vouloir répondre aux attentes de la direction pour s'inscrire dans un projet à moyen terme au sein du centre de formation de la SSE. Et justement, tiens, en parlant de joueurs, ils sont plusieurs Stéphanois dont on attend l'explosion cette saison. Clément, c'était peut-être une surprise de la préparation avec Axel Dodot notamment. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? C'est ça, ouais. Donc il y a certains joueurs dont on attend clairement une explosion pour la saison à venir. On va vous en présenter 3. Alors Axel Dodot, c'est un joueur de la génération 2007 qui vient de l'US Torcy, qui a fait le pôle espoir de Reims comme Lucas Gourna avant lui. C'est un joueur qui, comme tu l'as dit, a commencé par contre à faire la reprise avec la N3, mais qui très rapidement a été appelé avec les professionnels et qui a fait plutôt bonne impression. Je pense qu'on peut le dire clairement. Alors pour information, c'est un joueur qui évoluait avant au milieu de terrain, qui a été repositionné à la SSE en défense centrale. Moi j'aime beaucoup, c'est un profil très tranchant dans cette intervention, très incisif, qui met beaucoup d'intensité vraiment défensivement, et qui avec ballon prend beaucoup d'initiative aussi. C'est vraiment un joueur bourré de personnalité, qui a pas froid aux yeux, et c'est vraiment très plaisant. Je pense qu'il a une marge assez importante. Il a fait sa première sélection en équipe de France U18 en mai dernier d'ailleurs. Actuellement, il est sous contrat stagiaire. On ne serait pas étonné avec Sylvain de le voir passer professionnel très rapidement. Donc, il y a vraiment une saison qui va être importante pour lui. Moi, j'aimerais le voir s'installer, pourquoi pas, comme 4e défenseur central cette saison dans la hiérarchie à Saint-Etienne. Commencer à prendre quelques minutes avec les professionnels et vraiment, quand il joue en réserve, qu'il soit très dominant. Donc voilà, j'attends vraiment une grosse saison de Axel Dodot. Je pense que c'est un joueur à suivre, clairement. Sylvain, de ton côté, est-ce qu'on a d'autres joueurs vraiment intéressants auxquels on peut s'attendre justement à voir, peut-être gratter quelques minutes avec l'équipe 1 ? Alors, je pense pas qu'il y aura d'autres joueurs excepté ceux qu'on a déjà vus durant la préparation, mais il y aura pas d'autres joueurs. Moi, l'autre joueur que je voulais parler, c'est Mehdi Lutin. C'est un joueur qui a des grandes qualités athlétiques, notamment de vitesse. Aujourd'hui, il sort d'une préparation intéressante avec le groupe réserve, même si son tournoi de Ploufragan a été peut-être un petit peu moyen
contrairement à ce qu'il nous avait habitué, notamment dans son match contre Auxerre où il a été très intéressant. C'est un joueur qui est U18, donc il devrait jouer en U19 cette année, mais qui va probablement intégrer et obtenir à moyen terme un rôle important dans l'équipe réserve. C'est un joueur qui est dans sa dernière année de formation, donc qui est dans son dernière année de contrat aspirant et qui, à la fin de saison, aura probablement des volontés de la part du club de signature pour prolonger l'aventure. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est sollicité. Voilà, on m'a parlé de différents clubs européens qui surveillaient sa situation, d'autant qu'il n'a pas signé professionnel à l'intersaison là et qu'il va rentrer dans sa dernière année de formation. J'espère qu'on ne vivra pas une situation à la Paul Aymar le concernant. Voilà, c'est un joueur vraiment qui sera à surveiller cette saison et personnellement, je le vois exploser. Je le vois vraiment s'imposer avec la réserve et devenir un joueur important de l'équipe réserve. Clément, on peut aussi parler de Nathan Casia, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, c'est le troisième joueur qu'on attend vraiment au tournant cette saison. Nathan Casia, c'est un défenseur central, génération 2009, qui vient de Joinville, qui a fait le pôle espoir de l'ENF Clairefontaine. Ça fait un an qu'il est au centre de formation. Il a été surclassé toute la saison avec les U17 nationaux. Il a même un peu joué en équipe réserve sur la préparation estivale là, qui est toujours en cours d'ailleurs pour la réserve. C'est un joueur qui est très régulièrement sélectionné en équipe de France U16. Donc Nathan Casia pour le profil, défenseur central gaucher, qui a des qualités vraiment avec ballon, volonté de jouer vers l'avant, des prises de balle orientées, une vraie qualité de relance, mais qui est aussi un défenseur très costaud, en place, c'est un leader, c'est vraiment un mec qui respire, je trouve, la sérénité. Moi, j'attends vraiment une grosse saison de la part de Casia, à commencer déjà à s'imposer vraiment comme un titulaire en puissance en U19, mais j'espère le voir assez rapidement prendre des minutes en réserve, aller vraiment passer un cap. Je pense qu'il faut qu'il soit un peu plus méchant peut-être des fois sur certaines interventions. Il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, cette saison, et je le vois finir, pourquoi pas, la saison en prenant du temps de jeu en N3. Et ce serait bien voilà, qu'il aille jusqu'à faire hésiter, pourquoi pas, le club à lui proposer un contrat pro dès la fin de saison. J'attends vraiment une grosse saison de Casia. Je pense que c'est un joueur qui a les moyens vraiment d'aller assez haut. Et justement, il y a trois autres joueurs dont on va évoquer également, dont on aimerait voir passer un cap. C'est le cas, Sylvain, de Tidiane Vibert. Oui, Tidiane Vibert qui sort d'une saison alternée entre les U16 et les U17, qui cette année pourrait avoir un rôle à jouer en U19, qui sort d'un tournoi de Carisport de très très haut niveau. Il semble être en jambes. Il a été pas mal embêté la saison dernière par des blessures. Voilà, c'est un joueur qu'on espère devenir un joueur dominant en U19 cette année. Et puis Clément aussi, le cas de Elmi Bentiba, c'est ça? Ouais, Bentiba, qui est sous contrat stagiaire professionnel depuis l'été dernier. C'est un profil très dribbleur qui vraiment aime le duel offensif, mais qui est encore peut-être un peu trop irrégulier, qui manque de stats. C'est un joueur qui s'est canalisé ces dernières années, mais voilà, j'aimerais vraiment le voir évoluer cette saison et devenir un mec capable de faire fréquemment vraiment la différence en N3. Donc voilà, j'attends aussi pas mal de Bentiba sur cette saison. C'est un joueur que j'aime bien. Franchement, j'ai de l'affection pour lui. Il y a beaucoup de talent et j'espère qu'il arrivera à exploiter ce talent-là. Donc voilà, un ailier vraiment très dribbleur, très joueur et qui pourrait, je pense, c'est vraiment le type de joueur un peu game changer qui peut rentrer à la 70e et te faire gagner un match. Donc voilà, j'espère qu'il prendra en consistance et qu'il arrivera à être plus régulier sur la saison à venir. Sylvain et Milan Totti aussi peut-être. Oui, Milan Totti qui a fait une belle saison, un ailier donc ailier percutant qui a fait une belle saison la saison dernière avec les U19 nationaux. Il est devenu, plus l'année avançait, plus il est devenu une pièce importante du dispositif de David Lemoyle. Voilà, aujourd'hui, on a un garçon doit, qui doit, entre guillemets, exploser et qui, je l'espère, va exploser en U17 NAS.
et qui à moyen terme va aller chercher du temps de jeu en U19 nationaux également, j'espère. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont dans leur deuxième année, comme Tidiane Vibert, qui sont dans leur deuxième année de formation. Ils ont terminé la première année un peu d'observation, d'acclimatation du nouvel environnement. Maintenant, à eux de monter le standing et de faire en sorte que les choses avancent, quoi. Et puis évidemment d'autres surprises, alors à leur échelle aussi à prévoir du côté du centre de formation. Clément, on pourrait évoquer le cas Valentin Depaille. C'est ça, alors là on va vous présenter deux surprises qui vraiment ont des objectifs totalement différents pour la saison à venir. Mais alors moi, Valentin Depaille, c'est un joueur de la génération 2007 que j'avais beaucoup apprécié dans sa saison 2023-2024 avec les U17 NAS, mais qu'on a moins vu la saison dernière, notamment à cause des blessures. Là, il sort d'un bon tournoi de Ploufragan. J'ai vu la finale contre Rennes qui était diffusée sur le Twitch de RMC Sport. Il a vraiment fait un match très intéressant. Donc c'est un petit gabarit qui a un profil technique assez intéressant, une vraie intelligence de jeu, il est disponible, il a une belle qualité de passe, etc. C'est vraiment un joueur qui apporte une plus-value avec ballon, mais qui pour autant aussi est assez solide sur ses appuis, etc., qui a de l'activité au milieu de terrain. Donc voilà, il a re-signé 1 an l'été dernier, le club lui laisse une chance, après une saison où il n'a pas trop pu s'exprimer finalement. Donc à lui de se montrer et espérer aller chercher un nouveau contrat en fin de saison. Moi je pense qu'il peut être une belle surprise avec la réserve, surtout que Fall est potentiellement sur le départ, que Aymar pour l'instant est mis de côté, donc il y a peut-être une carte à jouer pour Depal. Sylvain, belle surprise aussi, peut-être à prévoir avec Ben Kissoum. Alors ça, c'est encore... Ouais, oui, en effet, oui. C'est encore On part encore plus loin. C'est un garçon qui va intégrer véritablement le groupe de Kevin de Jésus en U16, mais qui était finalement déjà là régulièrement, surclassé. Garçon très très talentueux, milieu de terrain très très talentueux, avec une avance par rapport à sa génération qui est assez importante. Je le vois bien sur la génération 2010, c'est un joueur de la génération 2010, donc qui évoluera normalement en U16, mais je le vois bien devenir très rapidement un joueur important de l'équipe U17 de David Lemoyle. Voilà, joueur de caractère, mais joueur de grand talent, de grand talent. Un grand talent aussi, comme un certain Ryan Aitamer. Clément, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour conclure ce sujet-là? C'est un joueur dont on a entendu parler l'année dernière pour ses buts. C'est ça, alors vous êtes peut-être surpris qu'on n'en ait pas parlé dans les joueurs qu'on a présentés plus haut. L'idée c'était juste de donner notre avis un peu sur le joueur, parce que alors il y a 23 buts la saison dernière, c'est colossal pour un milieu de terrain 8-10, et c'est un profil très intéressant, Ryan Aitamer. Simplement, nous, la petite réserve qu'on émet, c'est que c'est un joueur qui doit confirmer clairement dans sa catégorie d'âge, qui a encore certains manques, même s'il y a un profil technique qui est très intéressant, que c'est un joueur qui a une belle activité aussi, qui vraiment est très talentueux. Mais il y a une petite réserve qu'on émet, voilà, parce il doit confirmer vraiment avec des joueurs de son âge et plus âgés que lui, ce qui sera le cas cette saison en U19, voire même peut-être qu'il ira prendre certaines minutes en réserve. Mais pour l'instant, il sort d'une saison en U17 où il n'était pas surclassé, où certes il a écrasé le championnat, où individuellement il était vraiment au-dessus, mais pour l'instant c'est pas assez pour nous pour le mettre à la table d'un Paul Aymar, d'un Mathis Amougou, d'un Dylan Nguessan, qui eux étaient des vrais cracks aussi par leur précocité. C'est important en termes de crack, il y a pour moi la précocité. Ryan Aitamer, on n'est pas sur ce type de joueur-là pour l'instant, et il doit encore confirmer pour moi cette saison en U19, et voire même peut-être en réserve. Donc il y avait rien de choquant par exemple à ne pas le voir signer pro dès cette saison, à ne pas le voir avec le groupe professionnel sur la prépa. Il n'y a rien de choquant à ça, c'est un joueur qui doit encore passer un cap. Sylvain, c'est un avis que tu partages dans ton côté? Oui, tout à fait. En fait, c'est un joueur qui, dans sa génération, est dominant. Voilà, il faut se dire ça. Dans sa génération, la saison qu'il a effectuée la saison dernière, avec une saison à 20 buts pour un milieu de terrain, milieu relayeur, c'est exceptionnel. En termes de statistiques, c'est grandiose. Maintenant, il a des caps à passer, notamment sur l'aspect athlétique, parce que c'est un profil qui a besoin de se remplir. C'est un profil qui a encore une marge pour être au football d'adulte. Il évoluera en U19 au moins en première partie de saison, enfin au moins en début de saison. Et c'est à lui maintenant d'aller chercher le step, de pouvoir se développer
pour apparaître dans le groupe réserve et gratter du temps de jeu dans le groupe réserve. C'est pas impossible que ce soit le cas. Maintenant, aujourd'hui, on parle pas d'un joueur qui est en avance sur sa génération, comme peuvent l'être par exemple un Paul Aymar, comme peuvent l'être un Gillian Nguessan, comme pouvait l'être un Mathis Amougou, Lucas Gourna. Voilà. C'est un joueur qui est dominant dans sa catégorie d'âge. Maintenant, il a un développement il est dans le cursus normal de développement. Et il est bien, hein, il est dans les temps. Il rentre dans sa dernière année de formation. À lui d'aller chercher le meilleur contrat possible. Est-ce que ce sera stagiaire? Est-ce que ce sera professionnel? Sa saison va dicter cela, à mon avis. Le centre de formation stéphanois qui est donc au cœur du projet Kilmer Sport Venture, autant sur le court, moyen que sur le long terme. Une actualité à suivre évidemment sur peuplevert.fr et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux, de nombreux articles et analyses à retrouver et à consommer sans modération. N'hésitez pas de votre côté à nous poser des questions en commentaire, ça sera avec un grand plaisir qu'on prendra le temps d'y répondre. Également à nous donner votre avis sur la qualité de la vidéo. Merci Clément, merci Sylvain pour le temps accordé et surtout pour vos explications claires et limpides. Et puis à vous, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis évidemment, le plus important, encore une fois, allez les Verts.